Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver en cette semaine du 7 janvier 2025. La grande nouvelle, bien sûr, aujourd'hui, c'est la démission de Justin Trudeau. Démission qui n'en est pas une, en fait. Et c'est surtout ce à quoi j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour traiter le dossier parce que, pour le moment, on reçoit la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme au Canada. On s'attend à une élection rapide. On s'attend possiblement même à un changement de gouvernement à la vue de la démission de Justin Trudeau qui a été annoncée ce matin. Cela étant dit, il est extrêmement important de ventiler tout ça et de s'attarder aux détails afin de mieux comprendre d'abord comment ça s'est produit, mais surtout les implications de la démission de Justin Trudeau elle-même. Parce que, alors que Trudeau nous annonce ce matin qu'il se retire du poste de chef du Parti libéral du Canada et qu'il démissionnera éventuellement de ses fonctions de premier ministre, en attendant jusqu'au 24 mars, donc pour la période pour laquelle le Parlement est prorogué. Il est important de comprendre le sens des termes ici. Quand on parle de prorogation du Parlement, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on suspend le Parlement. Le gouvernement Trudeau existe toujours. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau est toujours au pouvoir au Canada. Puisqu'il n'y a pas d'élection pour le remplacer, il n'y a pas d'élection d'annoncer non plus. Il faut le comprendre. Ce qui se produira le 24 mars, c'est pas une élection fédérale, c'est seulement le retour du Parlement canadien dans sa configuration actuelle avec un nouveau chef à la tête du Parti libéral. C'est donc la nuance qui est extrêmement importante à faire parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il est loin d'être garanti, d'abord, qu'il y aura simplement une élection à court ou à moyen terme au Canada. Il est extrêmement possible et c'est en fait le scénario auquel on va s'attarder un peu plus aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que ce qui va se produire, et c'est ce que désire Justin Trudeau, clairement, c'est la raison pour laquelle on a configuré tout ça de la manière, de la façon dont on l'a fait, mais probablement que ce que Justin Trudeau essaie de faire, c'est de se retirer et de placer quelqu'un à sa place, donc de trouver son dauphin lui-même et immédiatement. On sait c'est qui, on en a parlé d'ailleurs dans la dernière revue de presse, il est question de Mark Carney. Et ça d'ailleurs c'était avant cette séquence absolument explosive à laquelle on a assisté au cours des dernières semaines. Je vous dirais, si on avait fait des revues de presse au cours des 2 ou des 3 dernières semaines durant la pause des fêtes, il y aurait probablement un dossier qui aurait captivé notre attention et c'était la déconfiture politique de Justin Trudeau, dont l'expiration politique d'ailleurs on avait commenté à quelques occasions ici, disant qu'il était maintenant inévitable que Justin Trudeau s'effondre et qu'il était seulement une question de temps. Justin Trudeau avait été maintenu en vie largement, en fait, par son opposition. Il est important de le comprendre. Les gens, c'est pas parce que Trudeau était toujours populaire qu'il était toujours au pouvoir. Au contraire, c'est parce qu'il était tellement impopulaire que l'opposition, en l'occurrence le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique particulièrement, on ne devrait pas parler d'opposition pour ce qui est du NPD, étant donné qu'il faisait partie de la coalition libérale, mais le fait est que Trudeau a été maintenu en vie par le NPD de Jagmeet et par le Bloc québécois. 2 partis qui prenaient grand plaisir à voir Trudeau se rouler dans sa propre merde pendant des semaines, à voir très bien que Trudeau, politiquement, avait traversé son expiration politique et qu'il arrivait maintenant dans une période où ça relevait du spectacle, où la marque libérale devenait de plus en plus endommagée. Ça se faisait bien sûr à l'avantage du NPD, qui pouvait se présenter comme la véritable alternative de gauche. Maintenant que les libéraux étaient caducs, maintenant que Trudeau était caduc, il n'existait plus qu'un seul parti de gauche pour affronter le grand méchant Pierre Poilievre et la droite des conservateurs. De l'autre côté, le Bloc, bien sûr, voyait l'évidence que Trudeau étant très faible, il était à son avantage de courir contre Trudeau. Et donc, on s'est assuré de le maintenir au pouvoir jusqu'à la prochaine élection, alors qu'on a eu l'opportunité de le faire tomber en passant. Des opportunités qui se sont présentées à quelques occasions, notamment lors de l'effondrement de la coalition entre le Parti libéral et le NPD, il y a maintenant déjà plusieurs mois. Déjà à ce moment, on annonçait la fin politique de Justin Trudeau, qu'il arrivait essentiellement dans une 4e période, alors qu'on savait que tout était terminé, mais que Trudeau jouait aux prolongations. Le NPD et le Bloc ont choisi de jouer à des jeux politiques espérant affronter un Justin Trudeau toujours plus faible lors de la prochaine campagne électorale. Curieusement, mais aussi ironiquement et heureusement, à mon observation personnelle, ça s'est retourné contre eux. On pense à un Bloc québécois, justement, qui espérait donc bien affronter Justin Trudeau dans la prochaine campagne, et le NPD qui espérait affronter Justin Trudeau dans la prochaine campagne, et qui donc avait choisi leurs propres intérêts politiques partisans en priorité
subordonnant toujours, bien sûr, les intérêts supérieurs de la nation canadienne, qui commandait une élection rapide, un changement de gouvernement à l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis. Pendant très longtemps, on n'avait aucune idée encore de la composition de cette administration. Mais à partir du moment où il est devenu clair qu'on se retrouverait avec une présidence Trump, l'ère Trudeau est devenue plus dépassée que jamais et il est devenu urgent de le remplacer. Et pourtant, ils ont choisi pour leurs propres intérêts partisans de le maintenir au pouvoir. Et donc, je trouve ça heureux aujourd'hui. C'est une conclusion très appropriée. Que ça se retourne contre le Bloc québécois, que ça se retourne contre le NPD et que les grands perdants de cette opération politique à laquelle on vient d'assister ce matin avec la non-démission de Justin Trudeau, eh bien, ce sont le NPD et le Bloc québécois. Parce qu'ils ils ont perdu leur pari. Ils vont affronter un autre chef libéral. Ce ne sera pas Justin Trudeau. Au contraire, ils vont devoir porter l'odieux d'avoir maintenu Justin Trudeau, passer son expiration politique jusqu'à un moment où ça devenait nuisible pour les intérêts supérieurs du Canada et qui était devenu plus explicite et flagrant que jamais qu'ils l'avaient fait pour leurs intérêts. Si vous en voulez la preuve, demandez-leur. Alors que tout le long de la pause des fêtes, on nous disait « Ça y est, maintenant on est prêt. Maintenant on est prêt, on fait tomber Justin Trudeau à la première occasion. Ça y est, plus d'excuses, plus de conditions, plus de quiproquos, plus d'échanges, plus de... » À partir de maintenant, première occasion, on le fait tomber. Il était déjà trop tard. Justin Trudeau était déjà tombé. Ils ont choisi d'essayer de sauver la face à la dernière seconde. Donc, à quel point je suis heureux que ça n'a pas fonctionné et qu'on n'ait pas réussi à insulter notre intelligence de la sorte et qu'encore mieux que ça, en termes pratiques, le NPD et le Bloc devront affronter un nouveau candidat libéral qui sera probablement politiquement extrêmement fort. De la même manière que Kamala Harris a pu récupérer une marque qui était, somme toute, extrêmement endommagée, la marque du Parti démocrate telle que portée par Joe Biden, et qui a su, en un tour de passe-passe, la transformer en la sienne et courir, somme toute, une campagne respectable, compétitive, face à un Donald Trump qui était dans une position qu'on assumait dominante. On a pu sauver les meubles. Donc, les grands perdants, c'est le NPD, c'est le Bloc. Les conservateurs, bien sûr. Mais ça, on y reviendra dans un moment. Parce que ce que Justin Trudeau nous dit aujourd'hui, c'est qu'il se retire de son poste devant un certain nombre de facteurs. Il ne dit pas que c'est de sa faute, il n'y a pas d'admission de responsabilité quelconque de la part de Justin Trudeau vis-à-vis l'État du Canada, vis-à-vis l'État de la relation avec les États-Unis, vis-à-vis l'État de la situation en termes du coût de la vie, ou même vis-à-vis l'État de paralysie du Parlement lui-même. Plutôt au contraire, Justin Trudeau se retourne et accuse le Parlement canadien d'être le grand responsable de l'effondrement de son gouvernement et dit donc que si aujourd'hui il est forcé de se retirer, c'est parce que justement le Parlement est devenu paralysé, qu'il n'y a plus moyen de fonctionner avec lui. Et donc, quitte à travailler avec un gouvernement, un Parlement paralysé, aussi bien le suspendre, se retirer, organiser une nouvelle course à la chefferie. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à travers cette course à la chefferie? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on a notre petite idée. Justin Trudeau avait déjà un dauphin, M. Mark Carney, anciennement gouverneur, devrais-je dire, de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ça a été, bien sûr, un homme qui a été extrêmement impliqué tant dans les cercles financiers internationaux que dans les cercles libéraux au Canada. Depuis un moment, on entendait parler de Mark Carney. C'est pourquoi, donc, déjà dans la dernière revue de presse, on avait étudié son profil un peu plus en profondeur. Et je vous mentionnais la possibilité, pour pas dire suggérait très fortement qu'il serait peut-être le prochain premier ministre du Canada. Parce que si jamais Justin Trudeau est en mesure de se retirer et de faire une passation de pouvoir en dehors d'un contexte électoral, tout suggère qu'il pourrait devenir premier ministre. On a un drôle de système au Canada. On a un étrange système et il est important de le comprendre pour ceux qui nous écoutent depuis l'international. Le chef du parti est par défaut le premier ministre. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être élu pour devenir premier ministre du Canada. En théorie, le chef du Parti libéral, chef parti conservateur, peu importe, par vertu du fait qu'il est le chef, peut diriger depuis l'extérieur du Parlement. C'est arrivé par le passé, c'est jamais une situation idéale, mais le chef d'un parti peut perdre, y compris, théoriquement, un premier ministre. Alors donc, là-dessus, il faudrait pas imaginer un scénario dans lequel Mark Carney arriverait de l'extérieur, dans une campagne pour la chefferie au Parti libéral du Canada et sera en mesure de prendre la tête et ainsi devenir premier ministre en termes pratiques.
alors que Justin Trudeau reste en fonction, attendant que quelqu'un prenne sa place. Ce quelqu'un, on l'a choisi, on sait c'est qui. Bien sûr, il y aura une course quand même, et probablement une course compétitive, parce qu'il existe un certain nombre de candidats intéressés et intéressants du côté du Parti libéral du Canada, notamment, bien sûr, on y pense à Mme Chrystia Freeland. A-t-elle l'intention de le faire? Ça, c'est une autre question. Entre la viabilité et la volonté, il y a toute une nuance là-dessus, et on n'entend pas que Mme Chrystia Freeland a des ambitions pour ce qui est de la direction du Parti libéral du Canada. Surtout encore, il faut prendre le contexte en compte, hein? Quand on a affaire avec quelqu'un qui a déjà été nommé, c'est un peu comme Bernie Sanders qui voudrait affronter Hillary Clinton en 2016. Lorsqu'on a une candidature qui est essentiellement assignée depuis des années, qu'on voyait venir, qu'on a placé des pions en conséquence, c'est extrêmement difficile et peut-être même mal avisé de mener une campagne contre cette personne. Parce que si effectivement, il est à peu près garanti qu'elle deviendra chef au bout de la ligne, mais on risque seulement de se tirer dans le pied. D'ailleurs, si vous voulez la raison pour laquelle je méprise autant Yves-François Blanchet, c'est exactement pour une séquence de la sorte. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour un homme avec lequel j'ai déjà fait une entrevue ici à 7 jours sur Terre, M. Michel Boudria, qui était député pour le Bloc québécois avec Terrebonne et qui a été, avant même l'annonce d'Yves-François Blanchet, avait entretenu l'idée de possiblement se présenter à la chefferie du Bloc québécois. Lorsque Yves-François Blanchet s'est présenté, il est devenu chef, il a vu M. Boudria comme une menace et il a choisi de l'exclure du parti. De manière non cérémoniale, honteuse, indécente. Et à ce jour, j'ai une dent contre Yves-François Blanchet, l'homme, pas le politicien. Alors donc, ce genre de séquence, ce que j'essaie d'illustrer par ça, c'est que ça peut se retrouver aussi au Parti libéral du Canada, où certains, de bonne foi, des bons politiciens, qualifiés, compétents, pourraient avoir l'intention de peut-être se présenter, mais devant l'inévitabilité de la candidature de Mark Carney et devant l'aura de certitude qu'il y a autour de lui, c'est peut-être une mauvaise idée si on veut pas subir des représailles. Je pense à Alain Reyes, justement, dont je lisais les commentaires ce matin. Alain Reyes, ancien député conservateur, qui a dû quitter le caucus ensuite pour siéger comme indépendant, après, justement, un conflit quant à la chefferie avec M. Pierre Poilievre. Alors, il y aura toujours un peu cette espèce de positionnement qui est extrêmement difficile, là. Beaucoup de gens qui pourraient peut-être avoir une chance contre Mark Carney, mais qui n'oseront pas, qu'il soit tant au Parti libéral qu'à l'extérieur. On ne veut pas s'attirer les foudres de non seulement le chef, mais tout son entourage. Parce que ce qu'on comprend en ce moment, c'est que Mark Carney est l'extension de Trudeau, qui lui-même était l'extension de l'establishment libéral. Donc, ce qu'on nous murmure à l'oreille quand on nous parle de la démission de Justin Trudeau et qu'on a déjà quelqu'un de prêt pour le remplacer, c'est que c'est le candidat de l'establishment et qu'il a l'appui du réseau Trudeau, d'une certaine manière. Et clairement, personne n'avait la moindre autorité à l'intérieur du Parti libéral, à part le réseau Trudeau, parce que Trudeau était en mesure de se maintenir au pouvoir jusqu'à la toute fin, même passé un moment où la marque libérale en subissait les conséquences. Il aura fallu que le caucus libéral du Québec, le caucus libéral de l'Atlantique, le caucus libéral de l'Ontario se réunissent et que les uns après les autres scandent publiquement la fin de Justin Trudeau et appellent à sa démission. Sinon, il serait resté aussi longtemps. Donc, il n'y a personne dans son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne à l'intérieur du Parti libéral qui fait des décisions stratégiques en se disant, mais non, c'est l'entourage de Trudeau, clairement, qui est arrivé avec lui en 2015, qui contrôle l'essentiel de l'exécutif et qui maintenant essaie de sauver leur peau à travers le prochain candidat. Trudeau semble tout à fait d'accord avec tout ça. Il est important de le comprendre. Carney n'arrive pas de nulle part. C'est quelqu'un qui vient vraiment de la famille politique Trudeau. C'est sur le même arbre généalogique, si on veut. D'ailleurs, là-dessus, les conservateurs ont commencé depuis très longtemps à se positionner contre Justin Trudeau contre Mark Carney, en parlant de Carbon Tax Carney. C'est le surnom qu'a donné Pierre Poilievre à Mark Carney, essayant de l'associer autant que possible à la taxe carbone. Et là-dessus, il faut le dire, Pierre Poilievre a tout à fait raison. Mark Carney est effectivement un des penseurs, un des stratèges principaux de la taxe carbone, que ce soit tant son application au Canada que ses fondements philosophiques et l'idéologie derrière ça. Mark Carney a travaillé là-dessus pendant des années, tant dans la sphère privée que alors qu'il était
si je me souviens bien, à Oxford ainsi qu'à Harvard. C'est un gars qui a fréquenté les plus grandes universités et qui a mené des travaux justement sur les externalités des questions environnementales au sens économique et financier, sur les implications de tout ça, d'une taxe carbone. Donc, quand les conservateurs essaient déjà de se positionner en disant, vous voyez, ça c'est le gars de la taxe carbone, les conservateurs aussi nous annoncent qu'ils lisent déjà la conclusion, qu'ils savent ce qui va se produire. Maintenant, tout ça a des implications extrêmement sérieuses. Parce que Justin Trudeau, bon, là, ça nous ramène un peu à la petite crisette que je vous avais faite il y a quelques semaines, alors que je vous mentionnais à quel point il était trop tard. À quel point il était trop tard maintenant et qu'on nous disait qu'on était maintenant prêt à renverser Trudeau et qu'on voyait les Américains, en l'occurrence l'administration Donald Trump, qui annonçait des tarifs sur le gouvernement canadien, sur toutes les importations en provenance du Canada, tous les produits. Ça a eu des conséquences que vous connaissez, ça a engendré une crise politique au Canada, menant inévitablement à la démission notamment de Chrystia Freeland quant à des désaccords vis-à-vis de la manière de dépenser les réserves du gouvernement à la vue et à l'arrivée de cette crise vis-à-vis des États-Unis. Madame Freeland, ministre des Finances de Justin Trudeau, disait « ça n'a aucun sens de dépenser comme on le fait, je ne peux plus endosser ça et signer en bas de la feuille. Je dois quitter pour mon intégrité, pour le bien du pays. » Et donc, en le faisant, elle a fait tomber le gouvernement Trudeau. Ça, il faut le comprendre. La séquence d'événements provient vraiment de cet échange avec les États-Unis. Cette démission de Justin Trudeau ce matin vous est offerte entièrement par Donald Trump, qui aura réussi non seulement à accélérer la chute politique déjà annoncée de Justin Trudeau, mais en plus à le ringardiser dans tout ça. Où on aurait pu avoir un Justin Trudeau qui se retire de manière honorable, de manière un peu décente et digne. Au contraire, maintenant, on se retrouve avec un Trudeau qui se retire dans la honte, dans l'urgence de le remplacer, alors qu'on voit que notre partenaire commercial numéro 1, principal partenaire stratégique également, en l'occurrence les États-Unis, depuis Washington, nous méprise le Canada, méprise le premier ministre Trudeau et ouvertement espère clairement qu'on le remplace. Donc, Justin Trudeau est passé d'un premier ministre qui avait jusqu'à un certain niveau, une certaine crédibilité encore. Si on lance une élection il y a seulement 3 mois, Trudeau a une vraie chance de gagner. Une minorité, certes, mais une vraie chance de gagner. De la même manière que Macron a pu se faire réélire un peu en se bouchant le nez, ça aurait été tout à fait possible. Maintenant, Trudeau s'en va dans la honte. Trudeau s'en va alors que tout le reste du Canada tape du pied en lui pointant vers la sortie. Ça, c'est honteux. Et c'est quelque chose que je commentais déjà il y a 2 ou 3 semaines dans la revue de presse où je vous disais, Trudeau a choisi de se Joe Bideniser. C'est une intéressante décision. C'est effectivement ce qu'a décidé de faire Justin Trudeau. Il aurait eu l'option de partir alors qu'il était toujours possible de le faire, d'organiser une transition. Il a choisi plutôt d'attendre que ce soit inévitable, que son caucus le pousse à la sortie et que ouvertement son parti appelle à son départ et sabote ses propres perspectives politiques. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est la séquence Joe Biden à laquelle on assiste. Il y a quand même quelque chose de hilarant de voir qu'en étant à 100 km de la frontière, Trudeau n'a rien compris quand même de ce qui se passait chez les voisins. Il y a quand même quelque chose d'hilarant là-dessus. On se croirait qu'un chef d'État tirerait des leçons de cette séquence et qu'on se dirait, vous voyez, il sert absolument à rien au regard de l'histoire de rester au-delà de l'expiration politique. Parce qu'on en vient à salir son propre nom, sa marque, et qu'il devient impossible de gagner des élections ensuite pour des générations. On fait mal au reste du parti et nécessairement, par extension, aux idées qu'on défend. Donc là-dessus, il y a quelque chose de profondément égoïste et hypocrite que de décider de rester au-delà de son expiration politique. C'est là que le chat sort du sac et qu'on découvre les intérêts de qui était servi par son implication politique, les intérêts de la nation ou ses propres intérêts personnels. La question se répond d'elle-même au point où on atteint. Donc ça, Justin Trudeau, n'a absolument aucune félicitation à lui donner. Sa démission n'a pas été apportée par bienveillance sur la manière dont le Canada devrait être géré, sur regard introspectif par rapport à sa gouvernance. Au contraire, sa démission vous est entièrement offerte, sponsorisée par Donald Trump. Il y a quelque chose de dramatique. Et on commentait d'ailleurs, encore une fois, il y a un plaisir à faire retour sur nos interventions de la revue de presse parce que ça nous permet d'avoir un fil de continuité. Mais on en parlait justement. Hein. Le Canada est dirigé depuis Mar-a-Lago. Ça devient plus explicite que jamais dans ce genre de situation.
Le Canada, non seulement est dirigé depuis Mar-a-Lago, on assigne des chefs depuis Mar-a-Lago. On a réussi à venir à bout du premier ministre avec 3 ou 4 tweets. Quelque chose d'extrêmement symbolique là-dessus. Sans dire long quant à la relation du Canada et des États-Unis et l'influence de Washington sur la conduite non seulement des affaires étrangères, mais des affaires intérieures au Canada. Alors donc, après que tout le monde ait abandonné Trudeau et choisi de sortir et de laisser sa place à quiconque voudra bien la prendre. On imagine que ce sera Mark Carney. Maintenant, pour ce qui est des implications de tout ça, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a quelque chose quand même d'assez sérieux au sens pratique, parce que depuis un moment, le Parlement canadien était dysfonctionnel. Ça, il faut le comprendre. Les conservateurs, on en a parlé aussi dans la revue de presse, les conservateurs voulaient tellement une élection qu'ils en étaient venus à faire ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire et à bloquer tout ce qui venait en dessous du nez, qui n'avançait pas les intérêts immédiats du gouvernement conservateur. On disait, à moins que ce soit pour justement dissoudre le Parlement et déclencher une élection, on veut absolument rien savoir et on attendait seulement les journées d'opposition pour déposer des motions et renverser le gouvernement. Ça devenait une perte de temps absolument extrême. Donc ça, c'est la première chose à savoir quand on nous dit prorogation du Parlement. Ah, on n'a plus de Parlement. On en avait déjà plus. Il y avait déjà plus de Parlement au Canada depuis un bon moment. Il n'y a rien de différent là-dessus. Le Parlement était dysfonctionnel. Ce qui est différent, c'est que le gouvernement devient caduc. Un peu comme on l'a vu avec Joe Biden au cours des dernières semaines, des derniers mois. À partir du moment où on annonce notre départ, on crée ce qu'on appelle un lame duck, un président, un chef d'État qui n'a plus aucune autorité, aucune crédibilité par extension. On sait que son influence est limitée, on sait que son propre parti est déjà passé à autre chose, on sait qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va remplacer Trudeau, qui sera opposé à certaines de ses idées, qui pourrait décider de reculer par rapport à certaines politiques. Donc, déjà, les prochaines semaines, on peut savoir qu'elles sont inutiles. Jusqu'au remplaçant, jusqu'au fait qu'on ait un nouveau chef à la tête du Parti libéral du Canada, les prochaines semaines sont inutiles. Trudeau ne va pas négocier avec Trump au nom du Canada au cours des prochaines semaines. Mettez-vous à la place de Trump. Vous ne négociez pas avec Trudeau en ce moment. Trudeau n'est plus le Canada. Il vient de vous le dire. Il va le rester en nom, en titre, jusqu'à temps qu'on passe le pouvoir, mais la réalité pratique, c'est que Trudeau, politiquement, n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'interlocuteur avec les États-Unis. Et là, souvenez-vous qu'on nous a annoncé des tarifs dans 10 jours, dans 15 jours, sur tous les produits canadiens. Si vous nous suivez depuis l'extérieur, il est extrêmement important de comprendre. Quand on met autant d'accent là-dessus, je sais, on met beaucoup de temps sur l'élection canadienne, mais c'est que ça va avoir des conséquences extrêmement importantes, non seulement pour le Canada, mais aussi pour le reste de l'espace nord-américain et par extension pour l'économie mondiale. Parce que, à mesure où le Canada constate que les tarifs qui lui sont imposés deviennent de plus en plus inévitables, les tarifs qu'on a annoncés, on nous disait « ça va peut-être venir si vous ne prenez pas soin de votre frontière ». On s'est dit « on va s'occuper de la frontière, c'est correct ». On a mis un peu d'argent sur la frontière, ça n'a rien changé. On a envoyé la police à la frontière, ça n'a rien changé. On a annoncé un plan interprovincial, ça n'a rien changé. Au moment où on se parle, il y a encore la même position de la part des États-Unis et il y a des rencontres à tous les 3 jours entre les intervenants canadiens et les Américains. Donc, c'est pas comme si les Américains n'étaient pas au courant des efforts canadiens. C'est pas comme si on travaillait un peu dans le noir. Non, non. Ils savent très bien, ils regardent où on en est et ils sont toujours pas satisfaits. Donc là, on a un gros problème parce que le Canada avait besoin d'un gouvernement fonctionnel pour on en parlait avant la pause des fêtes, en avait besoin pour les prochaines semaines. Maintenant, il est déjà trop tard. Et c'est ce que je voulais dire aussi par ça, c'est que le temps pour renverser Trudeau, c'était il y a 3 mois quand la coalition s'est effondrée et qu'il est devenu clair pour tout le monde que Trudeau était mort, mais plutôt son opposition a choisi de jouer la récréation. Tant pour le Bloc, on n'était pas prêt, on n'avait pas assez d'argent, le NPD n'était pas encore assez prêt, voulait se détacher de Trudeau d'abord. Tout le monde a fait de la politique là-dessus et on s'est peinturé dans le coin. On s'est mis dans la position dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Dites merci à François Blanchette, dites merci à Jack Metzing, dites merci à Pierre Poilievre. Tous ont été indignes de la fonction de premier ministre. Tous ont mis leurs intérêts partisans et politiques avant les intérêts de la nation. Donc, ce gouvernement a été prolongé jusqu'au moment où il est maintenant beaucoup trop tard. Et on le voit au moment où Trudeau décide de démissionner. Et je vous le disais d'ailleurs encore une fois avant qu'on se laisse. J'ai fait attention, qu'est-ce qu'on fait si Trudeau démissionne?
C'est quoi? Il n'y a pas de bonne option. S'il se retire maintenant, on s'en va en élection. On demande une grâce aux États-Unis en attendant qu'on se trouve un premier ministre. Vous comprenez comment on a cédé toute forme de capacité à répondre. On a cédé toute souveraineté à partir du moment où on a maintenu Trudeau au pouvoir, passé l'effondrement de la coalition. Il est devenu clair à partir de ce moment qu'on devrait subir une période d'incertitude à partir du moment de l'arrivée de la nouvelle administration. Donc, est-ce que Donald Trump fera preuve maintenant d'une forme de clémence envers le Canada, disant « Bon, maintenant que Trudeau a annoncé qu'il se retire, je vais me laisser dicter un échéancier et les États-Unis vont attendre jusqu'au 24 mars, parce que c'est la période à laquelle nous prépare Justin Trudeau. On nous dit qu'il n'y aura pas de Parlement au moins avant le 24 mars. En passant, c'est loin d'être certain. Ça reviendra le 24. Alors, il n'y a pas de gouvernement fonctionnel au Canada pour les prochaines semaines. Il n'y a pas de chef au Parti libéral non plus, même si on s'attend à qui ça pourrait être. Et clairement, là-dessus, Justin Trudeau, j'en parlais avec nos collègues ici en studio, juste avant d'entrer en ondes, Shakespeare aurait pas pu écrire une fin plus adaptée, plus appropriée pour la fin de la gouvernance de Justin Trudeau. Alors que Trudeau a été si longtemps une mauvaise pièce de théâtre, alors qu'il s'est avéré si longtemps un acteur à l'intérieur d'une fonction. On arrive aujourd'hui à la fin de tout ça. Fallait-il s'attendre à ce que Trudeau fasse autre chose que de poursuivre la pièce de théâtre un peu plus longtemps? Parce que regardons les paramètres dans lesquels il nous laisse aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que pour s'assurer que son héritage politique soit préservé et que les libéraux, bien sûr, ne soient pas complètement effacés de la carte électorale. Trudeau n'est pas stupide. Il sait bien qu'il ne peut pas déclencher une élection maintenant. Et c'est pourquoi il ne le fait pas. Il aurait dû. C'était la chose à faire, clairement. C'est le seul scénario dans lequel les États-Unis auraient pu nous offrir une grâce. C'est dans une période où il n'y a littéralement pas de gouvernement. Là, maintenant, on dit juste, non, on se trouve un nouveau chef. En théorie, encore un gouvernement canadien. En théorie, il y a encore un chef, il y a encore des ministres, il y a encore un cabinet, il y a juste le chef du parti qui va être remplacé. Donc, oubliez une grâce des États-Unis. Ce que Trudeau fait, c'est qu'il prolonge l'existence du Parti libéral en espérant pouvoir brasser les dés une nouvelle fois avant la prochaine élection. Et rien ne nous garantit, c'est ce que j'ai discuté d'ailleurs avec Ismaël juste avant de commencer tout à l'heure, nous disait ça n'empêchera pas les conservateurs de probablement de gagner la prochaine élection. Et moi, je dis attention! Probablement qu'il n'y aura même pas d'élection. Probablement qu'elle n'aura même pas lieu, à court, ni à moyen, ni à long terme, parce que les libéraux vont assigner Mark Carney chef du parti. Il va rentrer avec le reste du Parlement au mois de mars. Et là, les conservateurs peuvent le faire tomber au jour 1. Franchement, c'est de mauvaise foi. Et ce serait vu comme tel par le reste du Canada. Qui dirait, voyons, mais vous vouliez faire tomber Trudeau. Maintenant, c'est un nouveau gouvernement sans être un nouveau gouvernement. Donc, le tour de passe-passe, c'est ce que je veux dire par prolonger une mauvaise pièce de théâtre. C'est que la réalité, c'est qu'on garde le même cabinet, on regarde, mais non, c'est un nouveau gouvernement. Et là, quand Mark Carney va arriver, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Jour 1, remanier son cabinet, il va nommer ses propres ministres, et donc, le gouvernement Trudeau, il n'a jamais existé. C'est un nouveau gouvernement. Si vous pensez que Kamala Harris si vous voyez que Kamala Harris a su faire ça avec le Parti démocrate, sur lequel elle n'avait aucun contrôle, où elle était directement vice-présidente et elle a été en mesure de se réapproprier la marque et de presque faire oublier Joe Biden. Ne soyez pas naïfs. Un nouveau chef au Parti libéral pourrait faire exactement la même chose avec beaucoup de succès. Et donc, je m'attends à ce que Mark Carney revienne comme chef du Parti libéral du Canada au jour 1 en tant que premier ministre du Canada, sans jamais avoir été élu. Magnifique système, et qu'il se nomme un nouveau cabinet, et qu'éventuellement, après 3, 4, 5, 6 mois, déclenche une élection, lorsqu'il aura pu jouir d'un peu plus de popularité. Soyez pas naïfs là-dessus, encore une fois. Pensez-vous que les médias canadiens vont pas tomber en amour avec un nouveau chef libéral? C'est aussi prévisible que le jour de la marmotte.
Évidemment que les médias canadiens vont tomber en amour avec un chef libéral, évidemment qu'il va marcher sur l'eau pendant 1 an et demi. Et donc, durant cette période, attendez-vous effectivement à ce qu'on déclenche une élection. Mais d'ici là, s'il vous plaît, ne soyons pas naïfs. Et c'est pourquoi je vous dis, quelle fin magnifique, quelle fin shakespearienne pour Trudeau qui réussit à faire l'ultime tour de passe-passe en sortant en disant « Je m'en vais, mais pas vraiment. Je m'en vais, mais je choisis le prochain. Je prolonge mon gouvernement. Je prolonge tous les députés. Je prolonge le mandat encore plus. » Alors, voyant tout ça, on peut présumer maintenant que le Canada va se réaligner vers une orientation plus responsable vis-à-vis un certain nombre d'enjeux. Ce que va faire Mark Carney, parce qu'on peut déjà parler prospectivement, je pense qu'on a fait un peu de rétrospective. Je pense que Mark Carney va réajuster le Parti libéral sur un horizon plus centriste, plus à droite, fiscalement responsable. Mark Carney arrivant avec un bagage justement très proche des centres financiers, que ce soit à Londres, que ce soit à New York ou même Toronto. C'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité au sens économique et qui arrive bien sûr avec une idéologie qui est très libérale au sens propre du terme. Alors donc, il faut s'attendre à ce que le Parti libéral, qui a été un peu transformé sous la gouverne de Justin Trudeau, reprenne ses couleurs plus traditionnelles, un parti plus centriste, plus fiscalement responsable, un peu moins dépensier, mais toujours extrêmement centralisateur. Il faudra s'attendre à ce qu'on prolonge les politiques de taxes carbone, à ce qu'on prolonge à peu près tout ça. Maintenant, la marque Trudeau, qui caractérisait le Parti libéral et plus largement le Canada depuis les dernières années, ça, je pense que c'est terminé pour de bon. Et étrangement, c'est terminé depuis à peu près 1 an. Trudeau était, je réfléchissais ce matin en me brossant les dents, puis en me disant, on a vraiment les politiciens qu'on veut, les politiciens qu'on mérite. On ne peut pas blâmer Trudeau de quoi que ce soit, comme on ne peut pas blâmer Macron de quoi que ce soit, comme on ne peut pas blâmer Joe Biden ou Donald Trump de leur propre existence. Le fait est qu'ils incarnent une époque. Ils symbolisent la culture et c'est une photo de la société au moment où on décide de cliquer. Pour ce qui est de Justin Trudeau, au moment où on a cliqué en 2015 sur l'appareil, ce qu'on a pris en photo, c'était un Canada qui était extrêmement woke. C'était un Canada qui imitait beaucoup des tendances qu'on voyait émerger aux États-Unis. C'était un Canada qui voulait être plus écologiste, qui voulait retrouver une certaine image politiquement correcte sur la scène internationale. On avait vu les conservateurs comme ayant entaché, si on veut, la place du Canada sur la scène internationale. Lorsqu'est arrivé Justin Trudeau, c'était le fameux « Canada is back ». On vous ramène le Canada que vous connaissez, le Canada bien pensant, meilleur que tous. Et c'est vraiment accepté, même par la communauté internationale. Le Canada qui était vu comme ce joueur extrêmement productif depuis des années, comme un médiateur, comme un intervenant dans les opérations humanitaires, comme un négociateur, comme un participant au programme, que ce soit d'écologie, que ce soit des programmes de l'ONU. On a toujours été très, très, très productif là-dessus et prolifique comme contributeur. À partir du moment où Justin Trudeau est revenu, beaucoup ont cru au renouveau de cette époque. Et ça a été vrai pendant un moment. Justin Trudeau était vraiment le symbole de l'époque, une époque woke. L'époque de la culture de l'annulation, une époque très à gauche, une époque libérale, une époque où on a déconstruit beaucoup des grands concepts qui ont, si on veut, fait la nation canadienne, quand on parlait justement du concept d'une nation canadienne en tant que telle, d'une identité canadienne. Justin Trudeau a été celui qui a incarné la mort de l'identité canadienne. Et il a fait, ça sonne péjoratif dit depuis l'extérieur comme ça, mais la réalité, c'est que Trudeau le disait avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation que le Canada était ce premier pays post-national. Alors donc, Trudeau aura gouverné sur une ère qui était parfaitement compatible avec son idéologie. Une époque qui désirait exactement ce qu'il avait à offrir. C'était l'époque Obama transférée au Canada d'une certaine manière. Des photos de Barack Obama et de Justin Trudeau qui serrent la main, c'était vu dans les cercles libéraux comme le pic de la politique nord-américaine. C'était pratiquement impossible d'atteindre ce genre de symbiose et d'idéalisme politique que d'avoir, on avait Justin Trudeau, la rockstar au Canada et aux États-Unis, un Barack Obama qui terminait, somme toute quand même, avec une certaine popularité. Donc, l'ère libérale
a été incarné d'abord par Barack Obama, prolongé au Canada et symbolisé par Justin Trudeau. Maintenant, à partir de quoi? 2021, 2022, tout ça a commencé à perdre en énergie. Ça a été mis d'abord en opposition à Donald Trump, en superposition l'un à l'autre. Justin Trudeau a pu, d'une certaine manière, prolonger sa marque en rejet à l'idéologie Trump et se présenter comme un peu le porteur, si on veut, de cette communauté des nations et de ce Canada international, de ce Canada multiculturel, de ce Canada ouvert, d'une gauche ouverte sur le monde, d'une communauté multilatérale des nations. Trudeau a pu résister, si on veut, aux grandes idées du Trumpisme. Et ça a permis de légitimer et de rajouter un peu de gaz dans son réservoir. Maintenant, à partir du moment où tout ça s'est effondré, où le wokisme, où l'époque a changé, où la culture de l'annulation est tombée, ça a été particulièrement incarné vraiment avec le retour de Donald Trump. Mais la réalité, c'est que ça s'est terminé il y a déjà 1 an ou 2, où on voyait que Trudeau était devenu, le terme c'est anachronique, suranné, dépassé. Il était plus compatible avec son époque. Une époque qui avait plus d'argent à tirer par les fenêtres. Une époque où les gens avaient plus le même sens de l'humour vis-à-vis des finances publiques. Une époque où l'espèce de culpabilisation de la population générale vis-à-vis des... D'ailleurs, ça, on y reviendra à un autre moment, mais j'ai des précisions à faire par rapport à nos amis les Français. Cette espèce de culpabilisation du Canadien moyen, ça faisait plus le plaisir de personne. Et maintenant, on en parle rapidement, parce que ça, je veux faire une précision vis-à-vis de notre dernière vidéo. On parlait de ce récit au Canada entre 2 nations fondatrices, les francophones et les anglophones. On sait sur quoi le Canada a été fondé. Les francophones étaient ici, avec les Premières Nations, vivaient en paix, en passant. Je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Puis je vous le dis avec aucun mépris. Vous avez Justin Trudeau à blâmer pour ça. Quand je parle avec des gens à l'international et que je lis des commentaires sur nos vidéos comme quoi, ouais, puis vous, les Québécois, les Premières Nations, vous n'avez pas des excuses à faire? Puis vous, les Premières Nations, que vous avez massacrées, puis... Pardon? Je vous le dis avec beaucoup de respect. Soyez prudents. Justin Trudeau vous a contaminé. Les Québécois n'ont pas commis le crime du massacre des Premières Nations. Les Anglais, les Britanniques, le régime anglais a commis le crime. Les francophones vivaient en paix avec les Premières Nations. Renseignez-vous sur la Grande Tabagie. Renseignez-vous sur la relation des francophones qui étaient sur place ici avec les Premières Nations. Le fait est que non seulement ils vivaient en paix, mais ils vivaient en harmonie et se métissaient, avaient des enfants. Ce qu'on envoyait ici, ce que la France envoyait ici, c'était une colonie comptoir, une colonie de ressources. On extrayait du bois et des fourrures, dépendamment de la période. Ce qu'on envoyait, c'était des hommes. Que des hommes. Que des hommes. Les hommes qui arrivaient ici prenaient pour femmes les Premières Nations de divers groupes que ce soit, écoutez, dans le Grand Nord québécois comme dans la vallée du Saint-Laurent. Ça, c'est pas localisé. Ça a été partout à travers le Québec. En fait, tellement que lorsqu'arrivent justement les Britanniques en 1759, 1758, et qu'ils constatent l'harmonie dans laquelle vivent ces 2 peuples et à quel point les Premières Nations sont essentielles à la survie des francophones sur le territoire, c'est là que les Anglais décident de faire la guerre aux Premières Nations. Parce qu'ils voient que ce sont les alliés des Français et que la seule manière de battre ces Français qui vivent de manière extrêmement habile et sage et pleine de ressources sur ce territoire qui est extrêmement hostile, ben c'est de s'attaquer aux Autochtones qui rendent ça possible. Et donc oui, le régime anglais, lorsqu'il arrive ici, se lance dans une opération, si on veut, oui, on pourrait dire de quasi-génocidaire, de lavage ethnique, où on prend les Premières Nations, on les élimine systématiquement, on fait une guerre extrêmement violente, et ceux qui restent, éventuellement, on finira par essayer de les assimiler autant que possible. Maintenant, je vous pose la question. Et c'est une question, c'est une vraie question. Quelle langue parle-t-on dans ces pensionnats? Français? On parle anglais. Quelle langue parle-t-on encore aujourd'hui sur les réserves autochtones? Anglais.
Ne faites pas porter un crime aux Québécois qu'ils n'ont pas commis. Les Québécois ont vécu en paix avec les Premières Nations. Ils ont vécu en paix avec chacun des peuples autochtones qui vivaient ici et dans le respect de leur propre habileté à vivre sur un territoire qu'eux-mêmes percevaient comme extrêmement hostile et quasi invivable. Et donc, ils ont appris à les respecter, à les aimer, à se métisser, à s'allier avec eux. Et ils ont fait la guerre contre les Anglais en tant qu'alliés. Donc là, je vous le dis, c'est pour ça que je prends une parenthèse pour vous le dire. C'est pas vrai que les Québécois ont à payer le crime dont les a accusés Justin Trudeau. Et c'est pourquoi je vous le dis, vous avez seulement Trudeau à blâmer. Parce que les Québécois en sont venus pour vrai. Je parle avec des Québécois. C'est pas rare. Je parle avec des Québécois qui en sont venus à internaliser tout ça. Et à y croire au fond d'eux-mêmes. On a été terrible. On a le sang des Autochtones sur les mains. Je dis, mon ami, il vaut la peine de s'informer de son histoire, ne serait-ce que pour s'expier de ce crime et comprendre que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout le cas. Certes, les Québécois ont très certainement des épisodes aussi à se reprocher vis-à-vis des Autochtones, vis-à-vis de la cohabitation, vis-à-vis de la manière dont ils ont été traités. Mais le fait est que le Québec, tant comme peuple, depuis son origine, depuis le régime français, jusqu'à sa nation moderne, ont traité les Autochtones avec autant de respect que possible, y compris durant le développement du Grand Nord, où on a signé des ententes d'égal à égal, de nation à nation, pour s'assurer que les ressources soient bien séparées, pour s'assurer qu'ils puissent toucher la prospérité qu'elle est dégagée sur le territoire. Donc ça, là-dessus, moi, c'est pas vrai que je vais accepter d'être accusé de quoi que ce soit. Et permettez-moi de faire cette parenthèse, parce que oui, beaucoup de gens nous regardent de l'international et croient sincèrement que les Québécois sont des génocidaires, que les Québécois ont détruit la culture autochtone. C'est le contraire, mes amis, on l'a subi avec vous. On est dans le même bateau. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça, je me gêne jamais pour traiter de causes comme celle d'Haïti ou comme celle de la Syrie ou de la Libye, parce que les Québécois partagent quelque chose avec beaucoup de ces peuples, des peuples dirigés depuis l'extérieur, des peuples opprimés, des peuples qui se font accuser justement à gauche et à droite et qui se font dénaturer leur histoire. Il y en a en masse, hein? C'est pas nouveau, ça. Alors, terminons cette petite parenthèse. Je reviens sur Justin Trudeau pour vous mentionner que Trudeau aura vendu cette époque. Une époque où il était politiquement payant de s'auto-flageller et de jouer du masochisme politique à gesticuler quant à notre responsabilité vis-à-vis des Autochtones et à faire des chèques de milliards de dollars pour justement financer la compensation vis-à-vis des crimes que les Québécois n'ont pas commis. Mais là, les Québécois viennent à y croire. Donc, cette époque de Justin Trudeau, c'est terminé il y a à peu près 1 an ou 2. Maintenant, avec l'arrivée de Donald Trump, il est devenu urgent de le remplacer, puis tout ça était devenu seulement plus explicite et flagrant. Mais le fait est qu'on n'a seulement que nous-mêmes à blâmer pour Justin Trudeau. On a voulu Justin Trudeau. On a été Justin Trudeau. Comme la France a été Macron. Comme la France sera bientôt la droite. Comme la France sera bientôt autre chose. Comme on est les politiciens qu'on sélectionne. Et où on se trouvait mentalement, psychiquement, symboliquement, c'était Justin Trudeau, c'est ce qu'on voulait. Alors, est-ce que le Canada est nécessairement maintenant aligné avec un gouvernement conservateur, poilièvre? Moi, je pense que le Canada ne voulait plus de Trudeau. Le Canada en avait assez de Trudeau. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il voulait nécessairement un gouvernement conservateur, poilièvre? Je vous le dis, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est fort possible, comme je vous le mentionne, que Carney arrive, qu'il devienne premier ministre du Canada, qu'il récupère et que lorsqu'il y aura une élection, il va seulement obtenir une majorité. Et les gens vont dire, finalement, il est bon, Carney, il n'est pas pire. Une lune de miel, on n'appelle pas ça une lune de miel pour rien, c'est qu'il risque effectivement d'être très populaire pendant une période, alors que Poilievre est en politique canadienne depuis au-dessus de 10 ans. Plus que ça même, beaucoup plus que ça, depuis l'ère Harper. Et chef du Parti conservateur depuis déjà quelques années. Donc, ne négligez surtout pas à quel point ça change vite en politique. À quel point ça change vite. Et, permettez-moi de mentionner, malgré le fait on peut blâmer Justin Trudeau pour cette pièce de théâtre, force est d'avouer que c'est une manœuvre politique extrêmement habile. Force est d'avouer que, effectivement, ça risque de prolonger la vie politique du Parti libéral du Canada, ça risque de prolonger la vie de son gouvernement, ça risque de garantir la pension à tous ceux qui en avaient besoin, ça risque de adoucir la transition et de s'assurer que la plupart de ces politiques soient effectivement maintenues.
et qu'au regard de l'histoire, Trudeau ne soit pas entièrement rejeté. Donc là-dessus, il faut le mentionner. Toute une manœuvre politique. Est-ce que ça va fonctionner? Je crois que oui. Personnellement, je crois que oui. Vous négligez la naïveté du public général. À quel point juste changer de chef, remanier le cabinet, ça fait un nouveau gouvernement. Surtout maintenant, toutes les nuances qu'on fait depuis tout à l'heure. Là. Vous pensez que entre le moment où je suis sorti de ma voiture et le moment où je suis entré ici dans le studio, j'ai dû faire ces clarifications 15 fois. Avec tout le monde que je croise. Avec Christian à la sécurité, avec Michel à l'entretien où je croise. Non, on s'en va pas en élection, les boys. Pas tout de suite. Attention, c'est pas un changement. Tout le monde croit à ça. Tout le monde pense que non, Trudeau s'en va, c'est fini. Donc, il a déjà réussi son tour de magie. Il a déjà réussi. Il est encore premier ministre, il est encore chef, mais tout le monde a cru, OK, c'est fini, Trudeau, on va avoir un nouveau gouvernement. Alors bon, ne sous-estimez surtout pas à quel point il est facile de créer cette espèce de tour de magie et de transférer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Fort possible, effectivement, qu'on se retrouve chez un autre premier ministre libéral. On continue avec quelques dossiers extrêmement intéressants, notamment un en particulier que j'aimerais qu'on ait la chance de traiter. En fait, bon, on va commencer par faire une petite parenthèse par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine qui lance une nouvelle attaque sur Koursk. Ceux qui ont suivi au cours des derniers jours la situation en Russie pourraient bien sûr imaginer que tout ça est un peu dans un stade, si on veut, de suspension, alors qu'on attend l'arrivée de Donald Trump et que de leur côté, les Russes continuent à gruger quelques centimètres de territoire à tous les jours et que les Ukrainiens maintiennent leur posture à Koursk. C'était vraiment la posture dans laquelle on se trouvait depuis 2 ou 3 semaines. En fait, si c'était pas de cette attaque sur Koursk de la part de l'Ukraine, dans le fond, l'épisode 2 d'une attaque vers Koursk, probablement qu'on aurait pu complètement ignorer la question ukrainienne parce qu'il n'y a vraiment aucun développement là-dessus. Cela étant dit, l'Ukraine aujourd'hui qui lance une deuxième attaque, en fait, il est très facile d'imaginer ce qui est en train de se produire. Si on regarde la carte de l'invasion de l'Ukraine dans le territoire russe, vous voyez la poche qui est contrôlée par l'Ukraine, sur le côté droit particulièrement. Là, vous voyez la zone qui est en bleu, alors que de l'autre côté, vous avez la zone rouge. Les Ukrainiens actuellement sont en train d'essayer de pousser vers le prochain village au nord, tout simplement. Donc, on essaie de créer une nouvelle saillie un peu plus profondément à l'intérieur du territoire russe. Il est possible que ça fonctionne. Effectivement, on sait que ceux qui sont déployés actuellement sur le front ukrainien, dans la zone de Koursk particulièrement, devrais-je dire le front russe, ce sont particulièrement des troupes qui sont moins compétentes, des troupes qui sont issues de la garde frontalière, des troupes qui sont issues de conscrits et surtout, très notoirement, des troupes nord-coréennes qui ont été déployées au cours des dernières semaines et qui apparemment subissent des pertes très importantes. Pendant un moment, on se demandait à savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment de ces troupes nord-coréennes. On a des images, en fait, de Nord-Coréens paniqués qui se font buzzer par des drones dans les secondes qui précèdent leur mort. Ce sont toujours des images un peu dramatiques, mais ça permet effectivement de confirmer qu'il y a des Nord-Coréens qui décèdent en quantité importante sur le front ukrainien et que ce sont eux actuellement qui mènent la défense. Donc, on présume que des généraux russes dirigent depuis l'arrière, qu'ils envoient un peu de la chair à canon pour maintenir la ligne. Et l'intention des Russes là-dessus était très claire. C'était de repousser les Ukrainiens entièrement du territoire russe pour être en mesure d'éviter que l'Ukraine utilise Koursk et le territoire conquis dans une négociation comme un jeton. De dire donc, puisqu'on contrôle une zone dans la région de Koursk, on va vous le redonner à condition que vous nous redonniez, exemple, la Crimée. Ça aurait été complètement stupide et jamais la Russie n'aurait accepté ça. En fait, la Russie télégraphiait déjà à tout le monde qu'elle avait l'intention d'expulser les Ukrainiens de son territoire avant même de commencer une négociation et que c'était une précondition à toute forme de négociation. Donc, on pouvait déjà deviner qu'il y avait un peu ce stand-off et que les Russes étaient très, très au courant de la stratégie qui était mise de l'avant par les Ukrainiens. Maintenant, les Ukrainiens, alors qu'ils ont perdu 50% du territoire qui a été occupé, qui a été pris dans cette première poussée vers Koursk, essaient d'utiliser ce qui leur reste comme une plateforme pour en saisir juste un peu plus, alors qu'on arrive justement en prolongation.
On sait très bien que les négociations arrivent rapidement et donc on essaie essentiellement de jouer un dernier jeu, une dernière passe juste avant la fin de la partie. Et là-dessus, c'est brillant parce que, souvenez-vous, la séquence d'événements, lorsque les Ukrainiens ont percé vers Koursk, il a fallu des semaines avant que les Russes juste se réveillent, juste décident de « Ouais, quoi, il se passe quoi? » OK. Ils ont commencé, ils ne voulaient pas déplacer leurs troupes à partir du front Est. Ils ont commencé par déployer des troupes de l'arrière-rang. Ils ont commencé par faire venir des conscrits. Ensuite, les Nord-Coréens. Ça a été tout un dawa pour essayer de venir avec une réponse cohérente à l'invasion de l'Ukraine sur le territoire russe. On a vraiment voulu traiter ça comme une arrière-pensée jusqu'à ce que ça devienne « Ah, maintenant, il faut vraiment les expulser si on veut rien négocier de manière crédible. » C'était aussi une question de perdre la face pour le régime russe. Donc, on a fini par mettre des efforts. Maintenant, si les Ukrainiens voient la négociation, l'échéancier s'en venir rapidement, ils ont effectivement la chance d'aller saisir un peu plus de territoire, une dernière poussée à l'intérieur du territoire russe. Et en termes pratiques, la Russie n'a pas vraiment le temps de les expulser avant une négociation lorsqu'on imagine que ça aurait lieu. D'ailleurs, on a des informations là-dessus. Zelensky a donné une entrevue avec Lex Fridman, podcasteur américain, d'ailleurs, fantastique podcast, si ça vous intéresse. Allez voir l'entrevue avec Zelensky qui sera rendue disponible au cours des prochaines heures. Si je ne m'abuse, c'est pas encore disponible actuellement, mais les informations qui ont été discutées là-dedans, notamment, c'est que les Ukrainiens sont prêts à négocier et qu'on s'attend à une négociation aussitôt qu'au 25 janvier. Est-ce que c'est une journée qu'on a pris en exemple? Est-ce qu'on a parlé du jour du 25 janvier comme échéancier possible? Alors donc, est-ce que ce sera le 21, 22, 23, 25? Ce qu'on entend par là, c'est qu'effectivement, Zelensky s'attend à une négociation presque immédiatement après la passation de pouvoir aux États-Unis et l'arrivée concrète de Donald Trump à la Maison-Blanche. Si on le prend au mot, alors effectivement, les Ukrainiens viennent de jouer une très bonne carte, de prendre juste un peu plus de territoire à la dernière seconde pour améliorer leur posture, sachant que les Russes n'auront pas le temps de le repousser. Et dans le pire des cas, dans le pire des cas, la Russie dit « OK, non, on n'accepte pas de commencer les négociations tant et aussi longtemps que vous êtes encore sur notre territoire. » Puis ça veut juste dire qu'il faut qu'on en repousse encore plus d'Ukrainiens de notre territoire et que ça repousse la négociation plus loin. Et soudainement, ce que ça vient de faire, ça veut dire que la Russie refuse de négocier. Et ça veut dire que les États-Unis et l'Europe n'ont pas le choix de continuer à supporter l'Ukraine. Pas complètement con, ce Zelensky. Pas complètement con, parce qu'effectivement, de la manière qu'il vient de jouer ses cartes, on pourrait se retrouver dans un scénario où la Russie dit « Attendez, on n'est pas prêt à négocier. Nous, on voulait sortir au moins les gens de cour, mais là, ils n'arrêtent pas de rentrer encore plus profondément. On en a encore pour 2, puis 3, puis 1 mois, puis... » Et maintenant, si on approche la chose comme ça, qu'il faut que la Russie soit prête à négocier et que tant qu'il y aura des gens dans la zone de course, bien, ça veut dire, comme je vous dis, on en a pour 1 mois et demi au minimum avant d'être capable de les expulser et de commencer une négociation. Sinon, ce serait demander à l'Ukraine de se retirer volontairement. Et voilà, ils viennent d'utiliser ça en jeton de négociation. Donc, vous comprenez la posture de la Russie et comment l'Ukraine vient de jouer ses cartes actuellement en lançant une nouvelle attaque sur Koursk juste avant le buzzer comme ça. On vient changer les cartes juste avant qu'on arrive pour les jouer. Alors, la vraie question, ça va être de voir comment va réagir la Russie, combien de temps il va falloir pour expulser tout ce beau monde de là, parce qu'on comprend qu'il restait quand même beaucoup d'Ukrainiens dans la zone de Koursk et que si on avait perdu 50% de la zone occupée, il restait quand même quelques centaines de kilomètres toujours occupés par des troupes ukrainiennes qui auraient effectivement pu être utilisées dans une négociation. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va fonctionner? Le pari est très intéressant, ça c'est certain, parce que ça pourrait effectivement forcer les États-Unis et l'Europe à prolonger leur appui à l'Ukraine devant le refus de la Russie de négocier sur des termes en pratique avec la situation qu'on a sur le terrain. Donc, on continue rapidement avec la crise du gaz qui frappe la Transnistrie. Une histoire assez intéressante qui passe encore une fois par la Russie et l'Ukraine, alors qu'on avait cet accord, on sait, entre la Russie et l'Ukraine pour ce qui est du transit du gaz, qui en passant, à la grande surprise de plusieurs, cet accord pour faire passer du gaz naturel à travers le territoire ukrainien était toujours en vigueur.
il passait toujours du gaz. Au moment où, jusqu'à il y a quelques jours, les gazoducs sur le territoire ukrainien servaient encore à acheminer du gaz russe. On pourrait imaginer que l'Ukraine aurait détruit ces gazoducs au jour 1, mais non, parce que d'abord, on touche des revenus importants. C'est une des plus grandes sources de revenus de l'État ukrainien. C'est le contrat d'approvisionnement et de transit avec Gazprom qui permet de toucher des frais sur chaque volume de gaz qui transite sur le territoire. Et lorsque la guerre a commencé, plusieurs ont été inquiets. Et ceux qui ont lobby très fort aussi, le gouvernement ukrainien, pour ne pas toucher ces gazoducs et continuer le transit et surtout ne pas interrompre, c'est bien sûr les clients en Europe de l'Est. C'est les clients comme l'Autriche, etc., l'Italie, qui, eux, voyaient tout ça et qui disaient « Attends un peu, on a besoin du gaz russe, donc touche pas au gazoduc. On sait que tu es en guerre avec la Russie, mais nous, on en a besoin, on n'est pas encore prêt. » On avait cette entente qui arrivait donc à échéance, c'était une entente de 5 ans qui était périodiquement renouvelée. D'ailleurs, il y a toujours eu des conflits entre les deux par rapport notamment à la facturation et des milliards de dollars qui étaient dus par le gouvernement ukrainien. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui a été citée là, dans la dispute récente. L'Ukraine a annoncé qu'elle n'allait pas renouveler l'entente de gazoduc. La Russie, de son côté, avait aussi télégraphié que même si l'Ukraine voulait la renouveler, qu'elle refuserait de le faire à cause justement des factures impayées de la part de l'Ukraine, en l'occurrence de milliards de dollars qui n'ont pas été payés pour le transit du gaz, pour du gaz qui a été vendu à l'Ukraine en fait, et sur laquelle l'Ukraine réaliserait un profit. Donc, cette entente est arrivée à sa fin. Les gazoducs sont maintenant vidés à travers l'Ukraine et la conséquence que ça a eue, elle est assez limitée pour ce qui est de l'Europe parce qu'on s'entend, on voyait la fin de cette entente. Pour ce qui est de l'Autriche, de l'Italie, etc., on voyait bien que l'entente était pour se terminer. Donc, les grands acheteurs du gaz russe se sont pour la plupart séparés et trouvé des sources alternatives. Il y en a un, par exemple, qui paie les conséquences actuellement et c'est la Transnistrie. Transnistrie, qui est cette région, on en a déjà parlé un peu dans la revue de presse au cours de revues précédentes, une région séparatiste de Moldavie qui, depuis les années 90, essentiellement depuis l'effondrement de l'URSS, se réclame d'une certaine autonomie et reste alignée avec le Kremlin. Vous avez des troupes russes qui étaient en Transnistrie également pour empêcher la Moldavie de reprendre le territoire. Et au début de la guerre en Ukraine, on s'est demandé si la Russie n'allait pas utiliser ses troupes en Transnistrie pour ouvrir un deuxième front sur l'Ukraine à partir de l'ouest. Ça aurait effectivement été une possibilité très intéressante. Maintenant, la Transnistrie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est extrêmement isolée. Elle est restée alignée essentiellement seulement avec la Russie depuis l'effondrement de l'URSS et a résisté activement à son intégration avec l'Europe et avec la Moldavie. On a donc des gardes frontaliers avec des drapeaux de la Russie sur les épaules. On écoute les médias russes et on est très aligné avec la Russie. Mais le gaz provient à travers l'Ukraine, bien sûr, c'est le gaz russe qui est fourni à la Transnistrie. Et c'est plus qu'un approvisionnement seulement pour l'électricité. En fait, c'est essentiellement la source de revenus de la Transnistrie, parce que la Transnistrie n'existerait pas ou ne serait pas capable de fonctionner en toute autonomie si ce n'était du gaz naturel fourni gratuitement par la Russie. Donc, la Russie qui achemine son gaz à travers l'Ukraine, on passe jusqu'à la Transnistrie, on prend le temps de fournir gratuitement les Transnistriens. Et un des grands avantages qu'on en tire, c'est qu'en Transnistrie, le gouvernement en place prend ce gaz naturel, l'amène dans une usine de transformation, en fait de l'électricité et revend cette électricité à ses partenaires européens, incluant la Moldavie, qui d'ailleurs tire quelque chose comme le 3/4 de son électricité de cette fameuse usine de transformation en Transnistrie. Donc, vous comprenez comment tout ça devient un peu plus problématique. Et ironiquement, parce que tout le monde s'est déjà déplacé, tout le monde voyait la fin de cette entente devenir imminente, les seuls qui aujourd'hui paient les conséquences et sont coupés de leur approvisionnement en gaz naturel, c'est les Transnistriens, qui se fiait à la Russie, mais qui, après l'effondrement de l'entente de transit avec l'Ukraine, se retrouvent à sec. Et non seulement de gaz naturel, mais perdent une source importante de revenus pour l'État. Alors donc, le gouvernement est en état d'urgence, littéralement, alors que les gens vont dans la forêt pour ramasser du bois mort et allumer des feux chez eux, parce qu'on n'a plus de moyens de se chauffer. On a pu cuisiner pendant quelques heures, quelques jours après l'interruption qui a eu lieu, si je me souviens bien, le 1er janvier
Exactement, ça a eu lieu le 1er janvier et pendant quelques jours, il restait un peu de pression de gaz naturel dans les tuyaux. Maintenant, cette pression est inexistante, insuffisante pour permettre d'alimenter les fours au gaz naturel. Donc, les gens n'ont plus moyen de chauffer, de cuisiner et tout le monde regarde en direction de la Russie parce qu'il n'y a pas d'alternative rapide. La Russie, de son côté, blâme le gouvernement ukrainien, blâme la Moldavie, blâme l'Union européenne, affirmant que, vous savez, l'Ukraine aurait juste à permettre le transit et la Transnistrie serait encore correcte. Ce qui est faux. La Russie a dit qu'elle allait couper l'entente anyways, peu importe ce qui se passait avec les transits. Donc, là-dessus, la Transnistrie se retrouve aujourd'hui dans une position très intéressante, à savoir, est-ce que la Russie va lui venir en aide? Et c'est un peu une photo sur l'état des priorités de la Russie actuellement, qui normalement, fut-il un temps où la Russie jouait sur 15 tables en même temps. La Russie est un peu cet enfant prodige de 12 ans qu'on voit jouer à 12 tables d'échecs simultanément et qui gagne toutes les parties. On avait la Russie en Afrique qui gagnait. On avait la Russie qui commençait à apparaître de plus en plus au Moyen-Orient, notamment en Syrie, et qui gagnait. On voyait la Russie s'associer avec la Chine. On voyait la Russie avoir une présence à Cuba, au Venezuela, à travers l'Amérique latine. Aujourd'hui, on voit vraiment que la guerre en Ukraine a grugé progressivement les priorités de la Russie et que ce sont tous ses alliés stratégiques périphériques qui en paient le prix. L'Iran, qui a perdu un grand allié, Bachar al-Assad, qui n'a pas pu compter sur son allié, qui a tombé en conséquence, Cuba, qui est dans une position absolument exécrable, qui ne peut plus se fier non plus sur son allié, le Venezuela, qui est plus isolé que jamais. Les alliés périphériques de la Russie ont été laissés tomber un après les autres. Et maintenant, c'est le tour de la Transnistrie, qui de son côté, autrefois, dans une autre époque, la Russie jouait ses 15 cartes, ses 15 tables, aurait pris le temps de s'arrêter à la table de la Transnistrie, de la Moldavie, et dire « Attendez un peu, on a des intérêts ici, on doit s'assurer que les Transnistriens restent de notre côté, on doit s'assurer de garder une influence sur la Moldavie, sur, par extension, le reste de l'Europe de l'Est. » Aujourd'hui, la Russie regarde tout ça qui se passe comme... J'en ai plein les bras. J'en ai déjà plein les bras. Elle répond ça aux Transnistriens, elle répond ça aux Syriens, elle répond ça aux Iraniens, elle répond ça au Venezuela, elle répond ça à Cuba. Alors, ça nous donne une petite idée de l'état des priorités et de la latitude dont dispose actuellement le Kremlin, qui est extrêmement limité. En temps normal, on aurait envoyé des avions, on aurait envoyé des trains, on aurait trouvé quelque chose pour livrer du gaz naturel. On aurait activé la diplomatie russe, on aurait trouvé un moyen. Maintenant, les Russes regardent dans l'autre direction en se disant « Il arrivera ce qui arrivera avec la Transnistrie, on a des plus gros chats à fouetter. » C'est pour le moins surprenant, mais ça vous donne une idée aussi de pourquoi une autre motivation qui inviterait l'Occident à se réjouir de la prolongation de cette guerre en Ukraine. On parle bien sûr des intérêts gaziers, on parle des intérêts énergétiques, on parle des intérêts stratégiques, de l'OTAN, on parle de plein de trucs qui sont essentiellement localisés à l'Europe. Mais quand on y va un peu plus largement puis qu'on regarde la game à l'échelle internationale, ce qu'on comprend, c'est que plus la Russie est fixée sur plus elle est incapable de voir ce qui se passe ailleurs. Plus la Russie est fixée sur l'Ukraine, plus elle devient myope et plus elle échappe sur le reste des tables. Et pendant ce temps, on gruge la laine sur son dos au Venezuela, à Cuba, en Transnistrie, en Europe de l'Est. Et vous voyez, en passant, deux autres, on est en train de... La Roumanie, la Géorgie. On reviendra la semaine prochaine dans notre prochaine revue de presse parce que ça demande bien sûr une mise en contexte, un peu plus de temps et plus de... qu'on fasse une présentation plus intégrale du dossier. Mais du côté de la Roumanie et de la Géorgie, on a deux processus électoraux où on accuse la Russie d'avoir été impliquée, mais essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est des révolutions de couleur, où on prend deux pays qu'on estime un peu trop proches de la Russie, on les réaligne avec l'Occident. Est-ce qu'on ferait ça si ce n'était pas de l'Ukraine? Est-ce qu'on pourrait le faire si la Russie avait bien en main toutes ses cartes et est en posture pour répondre? Donc, les intérêts d'agir en Ukraine et de prolonger cette guerre, ça dépasse largement l'Ukraine, l'Europe, l'Afrique, peu importe ce que vous pouvez imaginer. Ça vient toucher tout le reste et nous montrer que, est-ce que vous voulez récupérer la Géorgie? Mettre fin au leadership du Parti du rêve géorgien? Est-ce que vous voulez placer quelqu'un qui est plus aligné avec l'Occident? Vous voulez annuler les élections en Roumanie? Vous êtes mieux d'avoir une Russie qui en a plein les bras, parce que c'est pas le genre de choses... Dans un war game, si on joue la partie, dans game theory, comme on dit, la théorie du jeu, j'ai mon tour, vous avez votre tour, j'ai mon tour ensuite et je réagis au vôtre. Moi, quand je joue la carte, voler les élections en Roumanie,
Normalement, il y a quelqu'un qui joue un tour en réponse. Normalement, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, on en parlait dans la revue de presse il y a des semaines. On avait terminé là-dessus. Une espèce de fait divers où je disais, en passant, les Russes nous disent, c'était sur l'agence de presse russe, sur TASS, comme quoi les Américains préparaient une révolution de couleur en Géorgie. Attention, attention, il y a des élections qui s'en viennent en Géorgie et on voit, gros comme le mur, que les Américains sont en train de préparer quelque chose. On le sent, on le voit, il y a de l'argent qui coule, il y a beaucoup d'Américains qui arrivent sur le territoire. Et maintenant, on est quoi, 1 mois et demi plus tard? Et ce qu'on voit, c'est que curieusement, il y a des gens dans les rues en Géorgie qui brandissent des carrés rouges et qui demandent la démission du gouvernement. Il y a quelque chose de quand même pratiquement indécent là-dessus. Mais c'est justement notre capacité d'attention est assez limitée. La capacité de la Russie à répondre est assez limitée, alors que de notre côté, l'Union européenne, les États-Unis, les grands joueurs un peu à l'international, eux, sont loin d'en avoir plein les bras. Ils ont toujours la capacité de mener ces 15 tables en parallèle. Et donc, ça aurait été une période extrêmement productive stratégiquement pour les Américains, pour les Européens, moins pour les Européens, étant donné qu'ils auront été autant presque victimisés par les Américains que le reste du monde à travers cette séquence, bien sûr à travers la question économique. On le voit encore aujourd'hui, l'Allemagne essaie de se relever du débranchement du gaz naturel et des ressources naturelles en provenance de Russie, mais aussi de la perte de l'accès au marché de manière plus large. Au Royaume-Uni, même chose, on a eu un exil de milliards de dollars ou de livres, en fait, qui ont quitté le territoire après le début de la guerre en Ukraine, alors que Londres était un des grands centres financiers pour l'argent des oligarques russes. Donc, beaucoup de pays qui ont payé les conséquences de tout ça sans vraiment en tirer de bénéfices stratégiques comme l'ont fait les Américains. La France est weird, man. La France est weird. La France a aucun intérêt en Ukraine. Aucun intérêt à essayer de disjoncter la Russie, pas au même titre que les Américains. La France a intérêt à une Allemagne économiquement productive, a intérêt à ce que l'Allemagne n'ait pas d'armée, a intérêt... La France a aucun avantage à agir comme elle agit en ce moment et c'est presque inexplicable. Elle devrait être le leader de dire on arrête tout ça maintenant. Elle devrait tirer dans la direction de la paix et plutôt vous avez Macron et l'état-major français qui disent on devrait envoyer des troupes pour prolonger une guerre qui n'est pas la nôtre dans un territoire où on n'a aucun intérêt, où on n'aura même pas un profit à faire après la guerre. Pensez-vous que c'est des conglomérats français qui vont reconstruire l'Ukraine? Pensez-vous vraiment? Franchement, c'est ce que je veux dire. Là-dessus, la France a aucun intérêt stratégique. On pourrait dire, ouais, d'affronter la Russie, good. Pendant ce temps-là, la France a perdu le reste de l'Afrique au complet. C'est pas comme si, ah oui, on a joué nos autres cartes pendant ce temps-là. Non, non, la France a été expulsée du Sahel au complet pendant la période de la guerre en Ukraine. On aurait pu présumer que les forces armées françaises auraient senti une opportunité peut-être de maintenir leur influence et de dire, écoutez, c'est le moment... Tout ça est en train de leur éclater sur le nez. La seule chose qui devrait motiver la France au point où on en est, ce serait de maintenir des partenaires productifs autour d'elle. Ce serait de maintenir des partenaires économiques productifs, que ce soit par la France, par l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, n'importe qui, l'Italie. Et plutôt, on essaie tous de les tirer dans une espèce d'aventure guerrière qui appauvrit tout le monde collectivement, qui cause une montée mondiale des taux d'intérêt, qui a un appauvrissement de l'Europe à travers la chute des cours à travers la chute de l'approvisionnement pour le gaz naturel et pour les matières premières. Donc là-dessus, il y a une désindustrialisation de l'Europe et de l'Allemagne. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre de pourquoi la France... Donc, permettez-moi, comme Québécois qui le regarde de l'extérieur, je peux comprendre pourquoi le Canada applaudit avec une larme aux yeux quand les Washington dit on envahit l'Ukraine ou on déploie des troupes ou peu importe quelle connerie on nous annonce, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan. On est le caniche des États-Unis. I get it. Parfait. Amenez-nous. Quand vous allez prendre une marche, ils vont nous amener, c'est clair. Mais pourquoi la France gratte à la porte pour suivre? Je comprends pas. Ça, je le comprendrai jamais. Pourquoi la France, de son côté, qui, elle, a la capacité d'être autonome, a la capacité d'être souveraine, a même les intérêts de l'être et de le défendre et de circonscrire l'influence américaine, choisit plutôt justement de dire « Moi aussi, je veux venir. Moi aussi, je veux y aller en Irak. Moi aussi, je veux... » Non, pas en Irak, pardon. Moi aussi, je veux y aller avec les Américains en Ukraine. Et moi aussi, je veux pousser encore plus. Et on va pas assez loin. C'est difficile à comprendre, permettez-moi de le dire. De la même manière que l'Espagne, de la même manière que l'Italie, vous êtes des vrais pays. Vous êtes chanceux.
On n'est pas un vrai pays. Et c'est ce que je voulais expliquer un peu dans la dernière vidéo. Mon pays qui n'en est pas un, indépendamment de la question nationale avec l'indépendance et le Québec, c'est le fait que le Canada n'est pas un vrai pays, que le Canada est une annexe administrative des Américains, une extension essentiellement, une appendice. Et Trump nous le fait très bien comprendre d'ailleurs quand il parle de 51e État, c'est de symboliser un État de fait qui existe déjà, on s'entend. Et c'est ce que je voulais vous expliquer en montrant l'État de la défense, l'État du commerce, l'État des relations étrangères. Nous sommes gouvernés depuis Washington. Vous êtes des vrais pays. Je parle aux Africains aussi. Vous avez de la chance. Vous n'êtes pas absorbés, gobés par les Américains systématiquement. S'il vous plaît, défendez votre souveraineté. Cette guerre n'est pas la vôtre. Cette guerre n'est pas la vôtre et j'ose espérer qu'avec ce qui s'est produit de manière, justement, alors que le gouvernement Trudeau est devenu anachronique, suranné, dépassé, incompatible avec son époque, j'ose espérer qu'il se passera la même chose avec des gouvernements va-t-en-guerre en France et que, par manifestation et par représentation de la volonté populaire, le prochain gouvernement sera un peu plus en adéquation, justement, avec les intérêts supérieurs de la nation française, qui ne sont pas à la guerre avec l'Ukraine, qui ne sont pas à une opposition nucléaire avec la Russie, qui ne sont pas... Vous étiez bien mieux quand l'Allemagne dormait au gaz. Vous étiez bien mieux quand l'OTAN était en mort cérébrale et que vous récupériez graduellement votre autorité, votre souveraineté en termes de sécurité, de stratégie. Vous étiez bien mieux avant la guerre en Ukraine. Food for thought. Merci d'avoir été là, tout le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine revue de presse, même heure, même jour. Si vous avez des questions, commentaires d'ici là, ça fera toujours grand plaisir. De notre côté, on revient en production, donc plusieurs projets sur la table au cours des prochains jours, prochaines semaines. Attendez-vous donc à plus de publications de notre côté pour l'année 2025. On entre sur un horaire de production beaucoup plus stable et je suis enthousiasmé, excité à l'idée de tout ça. Si vous saviez à quel point j'avais hâte de retrouver cette régularité après l'ouverture du studio, mise en place ici, si on veut, de notre rodage. Aujourd'hui, on est prêt, puis ça me fait énormément de plaisir. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre en ce moment, j'ai Ismaël qui est en train de préparer notre nouveau collègue Nicolas, qu'on aura l'opportunité de vous présenter très bientôt aussi, mais qui va assumer éventuellement des tâches à temps plein chez nous en matière de création et de livraison de contenu, production, réalisation, etc. Donc, au niveau de la créativité, production, je suis très enthousiasmé de voir les possibilités qui s'ouvrent à nous. Alors, merci d'avoir été là. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.